Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la modélisation d'un processus aléatoire. Lors du dernier exercice de la vidéo précédente, les échantillons aléatoires variaient d'un échantillon à un autre. Dans certains échantillons, il y avait plus de 1 et dans d'autres, il y avait moins de 1. Cette variabilité entre les échantillons se nomme l'erreur aléatoire. Alors, notre objectif est d'estimer la variabilité aléatoire, ou aussi appelée l'erreur aléatoire. Prenons un exemple. Nous lançons une pièce 100 fois. La valeur attendue est de 50 faces. Mais nous savons que nous n'aurons pas exactement 50 faces. La valeur observée varie par rapport à la valeur attendue. Nous aurons peut-être 52 faces, 48 faces, 49 faces, etc. Donc, la valeur observée contient une marge d'erreur, un autre terme pour désigner l'erreur aléatoire. Alors, comment estimer cette marge d'erreur? Par exemple, quelle est la marge d'erreur pour 100 lancers? Alors là, nous lançons une pièce, mais cette question se pose dans plein de contextes différents. Par exemple, si je reprends l'exercice précédent, lors du premier échantillon, nous avons eu 19 tickets 1. Mais savons-nous à quel point cet échantillon est précis? C'est-à-dire à quel point l'échantillon est proche de la population. Si nous prenons un autre exemple, par exemple nous jouons à la roulette au casino, à quel point pouvons-nous gagner plus de X euros sur 10 parties, ou sur 100 parties, ou encore 1000 parties? Les exemples que nous venons de voir ont tous un point commun. Ce sont tous des processus stochastiques, ou aussi appelés des processus aléatoires. Un processus aléatoire décrit des phénomènes qui évoluent de manière aléatoire. Par exemple, si vous lancez une pièce, vous obtenez face. Mais si vous relancez une pièce, rien ne vous garantit d'obtenir à nouveau face. Il y a un caractère aléatoire à chaque lancer. Répétez plusieurs fois l'expérience, vous obtiendrez des résultats différents. Avec l'exercice précédent, vous avez effectué un échantillonnage. Vous aviez obtenu 19,1. Mais prenez un autre échantillon, vous obtiendrez peut-être 26,1. Donc il y a un caractère aléatoire à chaque échantillon. Si nous répétons plusieurs fois l'expérience, nous obtiendrons des résultats différents. Et si vous jouez à la roulette, lors de la première partie, vous gagnez. Mais rejouez une seconde fois, vous perdez. Il y a donc un caractère aléatoire à chaque fois que vous tournez la roulette. Répétez plusieurs fois l'expérience, vous obtiendrez des résultats différents. Pour estimer la marge d'erreur dans un processus aléatoire, nous allons prendre une méthode compréhensible par tout le monde. C'est d'utiliser une boîte avec des nombres. Alors, la boîte peut être avec remise ou sans remise. Le but de cette boîte est de modéliser un processus aléatoire. Même si cela peut paraître abstrait, vous l'avez déjà fait plein de fois. À chaque fois que vous utilisiez une boîte pour répondre à une question sur les probabilités, vous modélisiez un processus aléatoire avec une boîte. Prenons le cas d'un lancer de dés au Monopoly. Au Monopoly, pour avancer de case en case, nous lançons successivement 2 dés. Alors, comment pouvons-nous modéliser ce processus aléatoire à l'aide d'une boîte? Un dé comporte 6 faces. Nous plaçons des tickets numérotés de 1 à 6 dans une boîte. L'action de lancer 2 dés successivement au Monopoly équivaut à piocher avec remise 2 fois dans cette boîte, puis à additionner les numéros tirés. Lors de mon premier tirage, j'obtiens un 3. Je remets le ticket dans la boîte et lors de mon deuxième tirage, j'obtiens 6.
En additionnant les deux tickets, j'avance de 9 cases. Mais si je répète cette expérience, le résultat varie. Je repioche dans la boîte, j'obtiens un 5 lors de mon premier tirage, et j'obtiens un 2 lors de mon deuxième tirage. Donc 5 plus 2 est égal à 7, j'avance de 7 cases. Donc la somme obtenue varie d'un tirage à un autre. Si nous répétons plusieurs fois cette expérience, nous obtiendrons des résultats différents. Mais maintenant, imaginons que nous ne lançons plus 2 dés, mais 25 dés d'affilée. Quelle est la valeur maximale que nous pouvons obtenir avec 25 lancers de dés successifs? Reprenons notre boîte. Lancer 25 dés est comme effectuer 25 tirages avec remise depuis cette boîte. La valeur maximale contenue dans cette boîte est égale à 6. La somme maximale est d'obtenir 6 à chaque tirage, soit 6 fois 25, ce qui nous fait 150. La somme de ces 25 tirages ne peut pas dépasser 150. En d'autres termes, la valeur maximale que nous pouvons obtenir avec 25 lancers de dés successifs est 150. Alors, de même, quelle est la valeur minimale que nous pouvons obtenir avec 25 lancers de dés successifs? La valeur minimale contenue dans cette boîte est égale à 1. La somme minimale est d'obtenir un 1 à chaque tirage, soit 1 fois 25, ce qui nous fait 25. La somme de ces 25 tirages ne peut pas être inférieure à 25. En d'autres termes, la valeur minimale que nous pouvons obtenir avec 25 lancers de dés successifs est égale à 25. Donc, le résultat des 25 lancers de dés successifs peut varier n'importe où dans cette plage, allant de 25 à 150. Mais de manière empirique, quelle sera la somme de 25 dés successifs? La meilleure façon de le savoir est de réaliser l'expérience. Alors, j'ai fait la somme de 25 dés, ou de 25 tirages depuis la boîte, et j'ai obtenu 92. Encore une fois, si j'effectue un autre tirage, j'aurais eu un résultat différent. Pour mieux comprendre la variabilité de cette expérience, j'ai répété l'opération 10 fois. Donc voici les résultats que j'ai obtenus. On remarque clairement qu'il y a de la variabilité aléatoire. Lors de la première somme, nous avons obtenu 92. Mais sur les 10 expériences, les valeurs varient entre 70 et 100. Et si j'effectue cette expérience plusieurs fois, disons 100 fois, la très grande majorité se situe entre 70 et 100. Donc, il est évident que les valeurs comprises entre 70 et 100 ont une probabilité plus élevée de se produire. Avant de calculer les probabilités ainsi que les marges d'erreur, il est essentiel que vous sachiez comment créer vos propres boîtes. Nous avons pris un exemple très simple avec un lancer de dés. Mais comment pourriez-vous modéliser un processus aléatoire plus complexe à l'aide d'une boîte? Faire la somme des tirages à partir d'une boîte est un élément clé pour comprendre la variabilité d'un processus aléatoire. Pour modéliser un processus aléatoire à partir d'une boîte, vous devez répondre à 3 questions. Premièrement, quels sont les nombres qui vont dans la boîte? Deuxièmement, combien de tickets y mettez-vous? Et troisièmement, combien de tirages souhaitez-vous effectuer? Si je veux modéliser le lancer de dés au Monopoly avec une boîte, je dois commencer par répondre à la première question. Quels sont les nombres qui vont dans la boîte? Un dé comporte 6 faces.
Les tickets sont numérotés de 1 à 6. La deuxième question est combien de tickets y mettez-vous? Je mets qu'un seul ticket par nombre. Et à la dernière question, combien de tirages souhaitez-vous effectuer? Je souhaite effectuer 2 tirages avec remise pour stimuler le lancer de 2 dés. Et je fais la somme de ces 2 tirages pour obtenir le résultat final. Donc, lancer 2 dés au Monopoly revient à effectuer 2 tirages avec remise à partir de cette boîte. Modélisons un processus aléatoire un peu plus complexe. Vous jouez à la roulette dans un casino. La roulette comporte 38 cases. 18 sont rouges, 18 sont noires et 2 sont vertes. Le croupier fait tourner la roue et lance une balle. La balle a exactement les mêmes probabilités de s'arrêter sur l'une des 38 cases. Avant que la bille ne soit lancée, vous pouvez parier. Le pari le plus courant et le plus simple consiste à parier sur une couleur. C'est-à-dire que la bille s'arrêtera sur une case noire ou rouge. Imaginez que vous pariez 1 euro sur le rouge. Donc si la balle atterrit sur une case rouge, vous gagnez 1 euro. Sinon, vous perdez 1 euro. C'est-à-dire que vous perdez si la bille atterrit sur une case noire ou une case verte. Pour comprendre les probabilités et la variabilité, modélisons ce processus aléatoire avec une boîte. Alors, à la première question, quels sont les nombres qui vont dans la boîte? Nous pouvons soit gagner 1 euro ou soit perdre 1 euro. Donc les tickets sont plus 1 ou moins 1. À la deuxième question, combien de tickets émettez-vous? Vous gagnez 1 euro si la bille tombe sur une case rouge. Il y a 18 cases rouges. Et vous perdez 1 euro si la bille tombe sur une case noire ou verte. Et il y a 18 cases noires et 2 cases vertes. Donc nous mettons 18 tickets plus 1 et 20 tickets moins 1. Et à la troisième question, combien de tirages souhaitez-vous effectuer? Nous jouons une seule fois, donc nous effectuons un seul tirage. Donc, jouer à la roulette au casino et miser sur le rouge est comme effectuer un tirage à partir de cette boîte. Que remarquez-vous avec cette boîte? Vous avez 18 tickets où vous gagnez, mais 20 tickets où vous perdez. Donc, la probabilité de perdre est plus élevée que celle de gagner. Les règles sont faites pour que vous perdiez. Alors, nous avons considéré que nous jouons qu'une seule fois, mais que se passe-t-il si nous jouons 10 fois? Jouer 10 fois au casino est comme effectuer la somme de 10 tirages avec remise à partir de cette boîte. Alors, imaginons que nous jouons 10 fois, et voici les résultats de la roulette. R est pour rouge, N est pour noir, et V est pour vert. La somme de ces 10 tirages est égale à 1. Au total, nous avons gagné 1 euro. Et si nous répétons plusieurs fois l'expérience, nous obtiendrons des résultats différents. Passons aux exercices. Exercice numéro 1. Vous jouez à la roulette au casino. Vous pariez sur une seule case. Vous misez 1 euro sur le 7. Vous gagnez 35 euros si la balle atterrit sur le 7, mais vous perdez 1 euro si la balle n'atterrit pas sur le 7. Modélisez ce processus aléatoire à l'aide d'une boîte. À la première question, quels sont les nombres qui vont dans la boîte? Vous pouvez soit gagner 35 euros ou soit perdre 1 euro. Les tickets sont donc plus 35 et moins 1.
À la deuxième question, combien de tickets émettez-vous? Vous gagnez 35 € si la bille tombe sur le 7, il n'y a qu'une seule case possible, et vous perdez 1 € si la bille tombe sur une case différente de 7. Il y a donc 37 cases possibles. Nous mettons un ticket plus 35 et 37 tickets moins 1. Et à la troisième question, combien de tirages souhaitez-vous effectuer? Nous jouons une seule fois, donc nous effectuons un seul tirage. Jouer à la roulette au casino et miser sur le 7 est comme effectuer un tirage à partir de cette boîte. Que remarquez-vous avec cette boîte? Vous avez un ticket où vous gagnez 35 €, mais 37 tickets où vous perdez 1 €. Donc la probabilité de perdre est plus élevée que celle de gagner. Les règles sont encore une fois faites pour que vous perdiez. Si vous jouez 100 fois à la roulette, toujours avec la même stratégie de miser sur le 7 à chaque tour, que devez-vous modifier dans la boîte? Ça sera le nombre de tirages qui sera impacté. À la question combien de tirages souhaitez-vous effectuer, jouer 100 fois est comme effectuer 100 tirages avec remise et faire la somme depuis cette boîte. Passons à l'exercice suivant. Dans une ville de 2000 habitants, il y a une élection municipale où les candidats A et B s'affrontent. Les résultats préliminaires indiquent que 70% des habitants votent pour le candidat A et 30% pour le candidat B. Nous souhaitons modéliser ce processus aléatoire en sélectionnant un échantillon de 100 personnes de manière aléatoire dans cette ville. Représentez cela à l'aide d'une boîte. À la première question, quels sont les nombres qui vont dans la boîte? Nous pouvons soit voter pour le candidat A ou soit pour le candidat B. Les tickets sont A et B. Mais en statistique, nous préférons utiliser 0 et 1. Nous considérons que le ticket A est égal à 1 et le ticket B est égal à 0. À la deuxième question, combien de tickets émettez-vous? 70% des habitants votent pour A et 30% votent pour B. Sur 2000 habitants, cela représente 1400 personnes qui votent pour le candidat A et 600 personnes qui votent pour le candidat B. Nous mettons donc 1400 tickets pour 1 et 600 tickets pour 0. Et à la troisième question, combien de tirages souhaitez-vous effectuer? Nous effectuons un tirage de 100 personnes, c'est-à-dire 100 tirages sans remise. Donc, sélectionner un échantillon de 100 personnes de la ville est comme effectuer 100 tirages sans remise à partir de cette boîte. Dans notre échantillon, nous n'aurons pas exactement 70 personnes qui votent pour le candidat A, mais environ 70 personnes. Car d'un échantillon à un autre, le résultat varie. Si dans le premier échantillon, nous avons 65 personnes qui votent pour le candidat A, répétons cette expérience et nous obtiendrons des résultats différents, car il y a de la variabilité entre chaque échantillon.